Merci pour ce magnifique exposé. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, je voudrais juste dire que le Comité national d'éthique, pour la première fois, n'a pas été à l'unanimité. Et que 12 personnes ont dit ne pas pouvoir signer cet arrêt, cet avis du CCNE. Et pour la première fois aussi, n'ont pas fait l'effort de peaufiner la rédaction, comme c'était l'habitude depuis la création du Comité national d'éthique, jusqu'à temps que tout le monde pût le signer, tellement il était urgent de donner un avis. C'est la première fois, je l'ai dit à l'époque au président du Comité national d'éthique, que le comité donnait un avis d'une partie de ses membres, et pas de la totalité de ses membres, et je ne pense pas que ça soit conforme au fonctionnement de l'éthique, où on doit effectivement remettre à broder le texte pour que tout le monde puisse y adhérer. Notre pays est traversé par un débat complexe aux enjeux lourds de conséquences. Faut-il accepter et légaliser des projets de grossesse pour autrui en France ? Ce sujet n'est pas un sujet médical, mais un sujet sociétal. Les médecins n'ont pas plus le droit, ni pas plus de poids dans la décision de ce débat démocratique. Et ce thème doit donner lieu, pour l'opinion publique, à un débat d'opinion, pas dans la rue, pas sous la forme de manifs ou de slogans et de banderoles, mais sous la forme de débat. Débat qui n'a pas eu lieu lors de la dernière révision de la loi bioéthique, puisque 2 sujets ont été sortis de la révision de la loi bioéthique par je ne sais pas qui. L'anonymat du don de gamètes et la GPA, où il n'y a pas eu de discussion parlementaire et où on a sorti ces 2 sujets du débat. C'est dire si certains peuvent s'autoriser à penser pour les Français ce qui est bon pour eux. Où est-ce que je fais passer les diapos, là ? La GPA mobilise en effet la filiation, la famille, l'engendrement et les grands principes moraux de l'Occident. Il n'est besoin pour s'en rendre compte que de laisser courir à ce sujet l'interrogation autour de la table familiale pour sentir immédiatement que la diversité des avis ne parcourt pas les clivages habituels, politiques ou philosophiques des uns et des autres. L'histoire personnelle de chacun nous rappelle aisément que la fonction maternelle est plus délicate, plus complexe que la fonction paternelle. Cette dernière a d'ailleurs été si profondément malmenée depuis quelques décennies que l'on comprend le réflexe intuitif de nombreuses personnes de vouloir protéger la maternité des coups de boutoir de la modernité. Pensez-vous, la seule chose qui soit sûre et certaine dans ce monde où tout bouge si vite. La maternité. Mater semper certa est. Alors si on nous enlève ce pilier-là, que reste-t-il ? L'éthique est bousculée par la technique. Ce qui se réalisait parfois dans le secret des familles, à savoir la cession secrète d'un enfant, ne peut trouver aucune place dans notre système anthropologique. Mais la possibilité d'utiliser des gamètes des parents d'intention ou des gamètes d'une autre femme que ceux de la mère porteuse permet d'entrer dans une configuration imaginable pour soigner l'absence ou l'anomalie de l'utérus, devenue ainsi une catégorie de stérilité curable par un moyen palliatif, l'utérus d'une autre femme. Bien que les affects éprouvés par un médecin soient souvent marqués d'un sceau compassionnel, et je n'y échappe pas. Mauvais conseiller, le compassionnel, pour l'écriture des lois. Le fait d'être témoin de ces demandes force l'entendement à la recherche du sens. Nous avons, nous médecins, la chance d'être stimulés à la réflexion par des couples très divers et en très grande souffrance, qui nous forcent à interroger la complexité de ce sujet
au regard des valeurs morales de notre société, laïque et républicaine. La législation actuelle donne un certain confort, vous l'avez entendu, elle interdit tout. Cette position, qui a le mérite de la clarté, ne dispense pas de dire ce que le droit français protège par cet interdit. Interdit renforcé par des peines de prison et d'amendes sévères pour les contrevenants. Ne dispense pas d'expliciter la philosophie de ce droit et oblige à dire comment la France entend gérer les problèmes de filiation induits par cette pratique lorsqu'elle est mise en œuvre à l'étranger. Une question importante est de savoir si cette prohibition complète n'a pas plus d'effets pervers que d'avantages, y compris sur le plan éthique. Il est en effet difficilement admissible de ne pas se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, en conséquence des interdits que nous édictons ici. Un des mythes fondateurs de l'Occident, la Bible, évoque à plusieurs reprises la grossesse et la maternité pour autrui. Sarah épousa Abraham, était stérile et proposa à son mari d'avoir des rapports avec sa servante Agar, ce qui donna naissance à Ismaël, qui devint donc l'enfant de Sarah et d'Abraham, après le rite de la couvade, puisque Sarah fit passer Ismaël entre ses jambes pour qu'il soit sien. Mais Sarah, peu après, fut enceinte, à 99 ans, et donna naissance à Isaac. C'est alors que les relations de Sarah et d'Agar se détériorèrent, et Sarah renvoya dans le désert Agar et son fils Ismaël. Peut-être portons-nous tous encore aujourd'hui le poids mythique de ce conflit qui n'est toujours pas terminé. Toujours est-il qu'Agar, la première mère porteuse mythique du monde occidental, était bel et bien au service de Sarah. Au centre du débat éthique sur les GPA se trouve donc la relation de subordination d'une femme vis-à-vis d'une autre et son instrumentalisation possible. Sûrement la question la plus délicate à traiter. L'indisponibilité du corps humain et la répulsion qu'il y a de le faire entrer dans le champ des biens et des contrats. Au centre du débat éthique également, le sort de l'enfant ainsi conçu et les conséquences négatives qui peuvent l'atteindre, voire altérer ses droits, lui qui n'est responsable en rien de ces montages compliqués. L'instabilité juridique issue de ces pratiques à l'étranger peut confiner au drame lorsque l'enfant n'a toujours pas d'état civil validé après plusieurs années de vie et que sa filiation maternelle non établie lui fait courir de nombreux risques juridiques en cas de disparition de son père, notamment. Pour rendre le débat plus complexe encore, la nature des demandes de GPA est très variable. On ne peut pas comparer la demande d'un couple sans enfant, où l'hystérectomie d'hémostase et la mort de l'enfant lors d'une complication obstétricale grave se sont jouées en un seul acte dramatique, avec par exemple la demande de GPA de confort pour évoquer une extrémité certes rare, mais qui pourrait exister si on libéralisait totalement la pratique de la GPA. Le tout il est permis ne serait pas mieux que l'actuel tout il est interdit. Le législateur se trouve donc confronté à une grande hétérogénéité des demandes. Certaines situations où l'on pourrait être tenté de dire qu'il y a une réelle légitimité à aider un couple en France où règne la clarté dans les procédures et dans les comportements éthiques et où l'on peut organiser l'égalité des droits malgré les différences de revenus. Et certaines situations en revanche où de nombreux arguments moraux viennent s'opposer à ce type de démarche et où la loi peut fonder son interdit sur des valeurs communes à une majorité de Français. Cette configuration éthique rappelle, avec des différences bien sûr, ce qui s'est passé pour le diagnostic prénatal. Quand il existe une malformation d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, le couple peut demander, quel que soit l'âge gestationnel, une interruption médicale de grossesse. Celle-ci ne peut être effectuée que si 2 médecins experts attestent de l'incurabilité et de la particulière gravité de la malformation. Il s'agit donc d'un cas par cas, 10 000 demandes d'IMG par an en France, 7 000 qui sont acceptées. Ce cas par cas fonctionne très bien,
puisqu'il donne lieu à une lecture a posteriori, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'IMG faite dans notre pays de manière légère pour des malformations qui ne sont pas d'une particulière gravité. Et les dérives marchandes que l'on observe dans ce vaste marché qu'est le monde, loin de constituer un contre-argument à la pratique de l'AGP1 en France, viennent souligner notre devoir de se doter d'une loi exemplaire qui soit autre chose que le simple refoulement hors de nos frontières de nos problèmes difficiles au nom des grands principes, comme on l'a déjà fait pour l'IVG. L'odieux trafic d'organes qui prévaut ici ou là n'a pas non plus fait interdire la greffe d'organes en France. Sur les échanges entre la mère et le fœtus dont nous devinons tous qu'ils existent, sans être réellement capables d'en déterminer l'ampleur et la teneur, il ne s'agit nullement de minimiser leur importance, dans les deux sens d'ailleurs. Une femme peut s'attacher à l'enfant qu'elle porte en elle, comme une nourrice agréée peut s'attacher à l'enfant qui lui est confié tous les jours. Mais elle sait que ce n'est pas son enfant, et que sa relation avec lui est transitoire et supplémentaire à celle qu'il développe avec ses parents. Vers le fœtus, nombre d'échanges complexes existent également, bien que personne n'ait été capable de les démontrer. De même d'ailleurs pour le nouveau-né, qui continue de tisser des liens plus ou moins importants avec d'autres adultes que ses parents après sa naissance. La parentalité ne consiste pas à chercher l'exclusivité des liens avec l'enfant. Et quand bien même cette utopie serait fantasmée par des parents, elle serait totalement inatteignable. Et c'est bien ainsi. Les personnes qui interfèrent dans l'histoire d'un enfant sont nombreuses. Quelqu'un a dit que c'est tout un village qui éduque un enfant. Qui est la vraie mère? La mère qui porte ou la mère génétique, me demandait un jour une magistrate. Ni l'une ni l'autre serais-je tenté de répondre, car la pratique clinique nous met malheureusement au contact de femmes porteuses de leur propre enfant, qui ont si peu d'une mère qu'elles en effacent la vie naissante. Cette pathologie connue sous le nom de déni de grossesse aide à répondre à la question de savoir qui est la vraie mère. La seule réponse qui vaille est que la vraie mère est celle qui adopte l'enfant. Ce mécanisme d'adoption qui, pour la plupart des femmes, se fait in utero, et souvent très tôt, peut ne pas se faire. Il n'y a alors pas d'enfant. Il ne suffit pas d'être enceinte pour attendre un enfant. Même l'accouchement est insuffisant pour construire une mère. La mère n'est pas définie par l'utérus où on a grandi, ni même par les gamètes dont on est issu, mais bel et bien par l'adoption dont nous avons été l'objet. On le savait pour la paternité. C'est plus difficile à admettre pour la maternité, et l'exemple des mères défaillantes à la rubrique des faits divers le prouve malheureusement bien trop souvent. Dans une maternité, il y a en fait au moins 3 événements qui s'intriguent profondément. Le phénomène d'une transmission génétique, la grossesse et l'accouchement, et l'adoption de l'enfant au terme de la grossesse psychique. Il n'y a aucune raison de survaloriser uniquement la grossesse et l'accouchement, alors que c'est bien l'adoption qui est la part la plus indispensable à la constitution familiale. Phénomène réciproque, en constante construction, le contrat entre l'enfant et les parents se dispense de la génétique, et même de la fugace passade obstétricale. Enfin, l'enfant subit-il un abandon par sa mère porteuse? En fait, il est déjà adopté en prénatal par une autre femme et par un père qui sont ses parents d'intention, sans qui rien n'aurait existé. La mère porteuse joue le rôle d'une nounou prénatale. Serait-ce plus scandaleux d'être une nounou avant la naissance qu'après la naissance? Et d'ailleurs, le contact et la reconnaissance ultérieure de cette femme par l'enfant sont suétables vu l'éminent service qu'elle lui a rendu. L'enfant, à qui les choses seraient expliquées sainement, est parfaitement à même de les comprendre. De même que pour la fratrie déjà existante chez la mère porteuse. Tout est explicable et ce récit comporte même, par son aspect exceptionnel, une certaine valeur exemplaire du dévouement de leur mère envers un autre couple auquel elle donne la possibilité de constituer une famille. Il n'y a donc pas abandon à la naissance, puisque l'adoption réelle a précédé la naissance, tant pour le père d'intention, qui lui a le droit de faire reconnaître sa paternité avant la naissance, alors que la mère d'intention, elle, ne le peut pas. L'acte de naissance définitif devrait donc comporter
aussi le nom de la mère d'attention à la rubrique maternelle, en plus de celui de la femme qui a accouché, dont il n'est pas question d'effacer l'existence. Enfin, l'intérêt de l'enfant est-il oublié? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas être né plutôt que de l'être grâce à la mise en œuvre d'une GPA? Peut-on nuire à un enfant en lui donnant le jour? La situation juridique de la France est-elle acceptable? Elle confine en fait au scandale, car les enfants payent les errements de leurs parents en se voyant refuser leur filiation maternelle, quand bien même celle-ci serait établie au plan génétique. L'argument de l'intérêt de l'enfant est bien sûr agité de fort mauvaise foi, car qui peut dire quelque chose de sensé sur le sort d'un enfant? Certains qui ont tout pour être heureux ne le deviennent pas, là où d'autres qui naissent dans des conditions effroyables s'en sortent plus que bien. Et si la préoccupation véritable était celle de l'intérêt de l'enfant, on n'hésiterait pas à rétablir la filiation maternelle de ces enfants, au lieu de proposer de faire de leur mère une vague tutrice, voire plus récemment, de revenir sur la déclaration de paternité effectuée en période prénatale. Certaines décisions font fortement penser à un grand retour de l'ordre moral. Pourquoi ne pas avoir recours plus largement à l'adoption internationale? Il faut tout d'abord dire qu'elle ne remplacerait pas, même si elle était largement disponible, la demande de GPA. Les chiffres de l'adoption internationale montrent une baisse constante. Seuls les pays qui n'ont pas signé la Convention de La Haye, c'est-à-dire le maintien dans le pays d'origine, sont encore ouverts à l'adoption internationale. Et on peut s'attendre, dans les années à venir, à une baisse des adoptions en France, malgré une demande en constante augmentation. Alors, quel GPA, et je vais terminer là-dessus, souhaite-t-on pour la France? Parce que ça aura lieu, c'est clair. Et les raidissements actuels ne font qu'illustrer le fait que ça va se produire. Surtout l'écart entre l'opinion publique et la loi, qui est grandissant et qui amène beaucoup d'incompréhension. Quelle GPA? Est-ce que c'est celle qui prévaut aujourd'hui ou celle qui résulterait d'une clarification adulte et responsable? Ce qui prévaut aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est le recrutement sur Internet d'une femme plus ou moins distante que l'on paye préalablement dans le cadre d'un contrat qui préjuge justement qu'après la naissance, on pourra couper les ponts puisque tout le monde sera quitte. Transaction commerciale donc déshumanisée le plus souvent et qui s'apparente à une forme d'esclavage moderne. Mais on peut imaginer que la GPA se déroule autrement, entre des personnes qui se connaissent ou qui se lient dans un rapport de générosité et de solidarité, avec une permanence de la femme qui a porté l'enfant auprès de la famille, et la possibilité pour l'enfant et la femme de se voir ultérieurement comme dans un rapport de filleule à marraine. Cette deuxième option, bien plus humaine, qui passe par le langage et l'explication à l'enfant de ce qui s'est passé, ne met en rien la nouvelle famille en péril. La contribution d'un autre adulte à l'avènement de l'enfant est comparable d'une certaine manière à la contribution d'un donneur de gamètes, d'un donneur d'embryon ou de vie pour les enfants nés sous X, à la différence près de l'anonymat dont nous devions bien nous débarrasser un jour, au nom des droits de l'homme, mais c'est une autre question. La loi dont s'est dotée la France interdit tout à ce jour, ce qui interdit aussi la discussion et l'analyse au cas par cas de dossiers au demeurant très différents. S'autoriser parfois à dire oui dans telle ou telle circonstance, après s'être assuré que la femme n'est pas hagard et que l'enfant ne va pas subir un mauvais sort, c'est assurément prendre des risques, mais ce n'est pas plus risqué que de continuer à tout interdire au détriment des enfants à naître, après des montages parfois sordides à l'étranger. Continuer de tout interdire, c'est conforter la situation actuelle d'un recours systématique au marché procréatif international, dans des conditions peut-être acceptables pour les plus riches, mais dangereuses, honteuses, voire sordides, quand on ne peut s'offrir que l'Ukraine ou l'Inde. Or, l'indisponibilité du corps humain vaut aussi pour les femmes qui n'ont pas la chance d'être françaises et qui seront sollicitées par des couples français auxquels la loi n'aura pas laissé d'autre choix. Oui, la technique bouscule fortement les structures de la famille et de la parentalité. Notre époque est privilégiée car elle nous permet d'observer à l'échelle d'une seule génération dans les mœurs de l'homme occidental des changements rapides et risqués. L'humanité est embarquée à vive allure et le vertige est bien sûr au rendez-vous. Défendre avec ténacité tout ce qu'il y a d'humain dans l'homme
pourrait constituer une sorte de guide pour l'écriture de cette nouvelle morale laïque et placer le curseur plus au centre, entre l'interdit généralisé et le laisser-faire indécent. Et il y a des valeurs qui font consensus dans notre société. Non-exploitation des humains les uns par les autres, gratuité et égalité d'accès aux soins, droit de l'enfant à naître dans un milieu familial adapté, comportant un père et une mère en âge de se reproduire, origine claire des gamètes. Il est possible que les valeurs essentielles auxquelles nous tenons tous collectivement puissent être bel et bien respectées dans la GPA, à condition de l'encadrer correctement. Les lois d'un État démocratique et pluriculturel comme la France ne peuvent être édictées par quelques personnes qui savent, elles, ce qui est bon pour les Français et qui ont l'ambition, grâce à leur pouvoir politique transitoire, de les protéger contre eux-mêmes. Les Français sont assez intelligents et matures pour qu'on leur donne le droit de décider eux-mêmes du monde dans lequel vivront leurs enfants. Ou alors, c'est le retour à une certaine forme d'ordre moral dicté par on ne sait qui, sans que le débat démocratique n'ait pu s'emparer sérieusement du sujet. Et ça, en France, ça ne tient pas longtemps. Et je dois vous dire qu'il y a 2 mois, une femme, dans mon service, m'a demandé, elle dit, vous allez sur des estrades, monsieur. Bien voilà. La dame qui est dans le lit d'à côté, j'ai porté son enfant pour elle, je suis sa patronne. Elle a perdu son utérus au cours d'un accouchement malheureux et en même temps son enfant. Elle a 28 ans et je suis bien placé pour savoir qu'elle gagne le SMIC et son mari aussi. Alors moi qui ai 2 enfants, j'ai décidé de tout payer et de porter son enfant et voilà, il est au sein. D'ailleurs, la mère d'intention avait du lait. Et maintenant, dites bien, monsieur le professeur, à tout le monde, que je n'ai pas fait pour ça, pour l'argent, et que je l'ai fait par solidarité, parce que ce qui est arrivé à mon employé est obscène, et qu'il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas lui appliquer ma solidarité. J'ai été faire en Belgique, j'ai accouché chez vous, et dites bien à tout le monde que la solidarité entre femmes existe. Merci de votre attention.